Bienvenue sur le podcast La Perte, où nos invités vous racontent leur vie avant et après la perte qui a chamboulé leur existence. Préparez-vous à être inspirés, émus, transformés par ces histoires inoubliables, parce que même dans les moments de douleur, il y a toujours de l'espoir et une possibilité de renouveau. Bonne écoute. Comment vas-tu ? Ça va. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, moi, c'est Niams. On t'appellera Niams, en tout cas, le Voilà, temps de l'épisode. c'est mon blaze depuis l'adolescence. Je suis actuellement maman de 2 enfants. Et puis, je suis d'origine malienne. Voilà. Et de parents Sarah Collet, pour ceux qui connaissent. Et globalement, au niveau des études, je fais des études d'EduxP et là, je suis en pleine réorientation professionnelle. Donc, suite aux aléas de la vie que vous allez entendre. D'accord. Voilà. Et tu te réorientes vers quel secteur d'activité ? Du coup, dans le secteur de la psychologie, je m'intéresse beaucoup à la psychospiritualité, aux sciences, à la psychologie islamique. Voilà. Alors, tu nous as pas donné ton âge. Alors, parce que je compte plus. Je compte plus. J'ai arrêté de compter quand je suis tombée malade en 2022. Donc, à cet âge-là, j'avais 27 ans. Ouais. Mais là, je pense que ça doit faire 3 ans. Donc, je dois avoir 30 ans ou 31 ans. Quelque chose comme ça. Ok. Bon, écoute, les anciens, écoutez pas leur âge. Hein, ça, c'est de notre génération. Hein. C'est vrai, on a besoin de se situer, tu vois. Voilà, t'es dans la trentaine. Je suis dans la trentaine, voilà. Ok. Est-ce qu'on peut... Enfin, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous raconter le jour où tout a basculé ? Oui. Alors, c'était un soir de 2007. L'année, c'était 2007. C'était en début d'année, en septembre. Je me souviens plus exactement de la date, mais ça tourne autour des 17 septembre 2007. Premier soir de Ramadan. On a coupé le Ramadan en famille. Puis après, j'ai fait ma salade, j'étais KO un peu. Et je me suis dit, je vais faire une petite sieste avant la dernière prière. C'est ça. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai prié, je me suis couchée et je me suis réveillée à l'hôpital. D'accord. Voilà. T'avais quel âge en 2007 ? J'avais... Oh là là. J'avais 12 ans. D'accord. 12 ans, c'est ça. Ouais, t'étais dans l'adolescence, quoi. C'est ça. Jeune ado. Ouais. Et donc, ouais. Donc, dis-moi, tu t'es réveillée à l'hôpital ? 12 ou 11 ans. Ok. Oui, je me suis réveillée à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé ? On m'a dit que j'avais sauté par la fenêtre. Et le truc, c'est que je me souvenais de tout, mais pour moi, c'était un rêve, en fait. Comme la plupart des gens font des rêves où ils se sentent sauter dans le vide, ou voilà. Oui. Pour moi, en fait, c'était un rêve et que j'allais me réveiller un jour. Donc, on m'a dit non, t'as sauté par la fenêtre, c'était pour de vrai. T'as une grosse chute, t'es paraplégique, voilà. Ils l'ont su dès lors que t'es arrivé, enfin, en tout cas, à ton réveil, le pronostic, il était déjà... C'est ça, parce qu'en fait, je suis tombée au niveau de la moelle épinière, je suis tombée sur les fesses. D'accord. Voilà, donc du coup, elle s'est compressée au niveau de L1 jusqu'à la vertèbre, je sais plus laquelle. Et du coup, en fait, j'ai une arthrodèse de 3-4 kilos dedans, dans le dos. Alors, moi, je comprends absolument pas le jargon médical. Mais en gros, j'ai des bouts de métal et des vis dans mon dos qui me tiennent le dos. D'accord, voilà. ok. C'est ça. Et on m'a dit que je ne remarcherais plus jamais. Voilà. C'est ce qu'on t'avait dit, en tout cas, à l'époque. Oui. D'accord. Et donc, toi, tu te réveilles combien de temps après l'accident ? C'était en salle de réveil. Donc, du coup, quand les pompiers ils étaient venus, ils m'ont shooté parce que j'avais eu un choc et j'ai rien senti. On ne sent pas la douleur avec le gros choc. Boum, je suis tombée et c'était... Mais moi, en fait, je réalisais pas, en fait. Je réalisais pas. Parce que tu te rappelles de la prise en charge des pompiers Oui. Au pied de ton immeuble, du coup ? Oui. Ils m'ont parlé. D'accord.
Je me souviens peut-être de la couleur de peau des pompiers, Ouais, mais sans plus en fait. d'accord. J'étais un peu, dès qu'ils m'ont mis le gaz, ça y est, j'étais shootée. Ok. J'étais partie. Qui est-ce qui t'a trouvé dans cet état? Est-ce que tu es resté longtemps à cet endroit-là? Alors, je sais pas du tout combien de temps je suis restée. Qui est-ce qui m'a trouvée? C'est parce qu'on me cherchait D'accord. pour la prière, ou on me cherchait dans la maison en fait, parce Ok, que je répondais plus. d'accord. Donc du coup, on cherchait. Et en fait, ma soeur, elle avait vu la fenêtre ouverte, tu vois. Et en fait, quand elle me cherchait, et du coup, elle entendait un bruit par la fenêtre de... Et en fait, c'est moi qui essayais de dire que j'étais là, quoi. D'accord. Voilà. Et en fait, elle dit... enfin, elle était choquée. Qu'est-ce que tu fais là et tout. Et en fait, elle a prévenu les autres et tout le monde est descendu. Ils ont appelé les pompiers. Et du coup, voilà. S'en est Ils étaient en suivi état après. de choc. Et pour eux aussi, c'était un vrai traumatisme. Et voilà. D'accord. Donc là, à ce moment-là, tu as 10-11 ans. Tu te réveilles à l'hôpital C'est et on ça. te dit que tu as sauté par la fenêtre. Donc, quand il te dit ça, est-ce que J'étais en salle de réveil à ce moment-là. il te gronde quand il te dit ça, ou, ou tu le reçois comme une information ou comme un reproche? Comme une information. Comme une information de... T'as sauté par la fenêtre, après c'est pourquoi t'as fait ça. Donc là, il y a le reproche qui vient après. Oui. Mais c'était pas brutal, c'était... Voilà. Il y avait quand même de la douceur et de la bienveillance. Ils ont vu que j'étais shootée, en fait. Et concrètement, en fait, je savais plus... C'est là où ça commençait à devenir dur pour moi, parce que je savais pas ce qui m'arrivait, en fait, tout simplement. Mm. Il n'y a jamais eu de cas comme ça. Bon, euh, autant des fois, je peux... enfin, pas faire des choses dans la nuit et me plus m'en souvenir, mais voilà, quand je rêve pour de vrai, quoi. D'accord. Et, mais je pensais pas que ça pouvait arriver jusqu'à là, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que... en fait, on me mettait tellement la pression que j'inventais des choses pour qu'on me laisse tranquille, des fois. Un peu à Donc, l'image dans les films, quand il y a un interrogatoire musclé et puis la voilà. victime, elle se met à avouer des C'est trucs. ça, parce que quand on dit je sais pas, mais non, c'est pas possible. Donc les gens savaient ma vérité, donc soi-disant entre guillemets. Donc du coup, j'étais obligée au bout d'un moment, de raconter des salades pour qu'on me laisse tranquille, quoi. Ok, Et le moment où j'ai été le plus tranquille dans cette période, c'est quand on a arrêté de me poser la question. Ah, j'ai vécu ma meilleure vie. d'accord. Ouais. Ok. Et donc, on peut évoquer, parce que je ne sais pas si on l'a dit en off ou en enregistrement, donc qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé au pied de ton immeuble un soir le premier soir du Ramadan 2007? Bah justement parce que je pensais dormir et j'ai sauté par la fenêtre. La D'accord. fenêtre a été ouverte. Je sais pas à quel moment je me vois sauter par la fenêtre, mais je sais, il y a comme un blackout. Ouais. Voilà. Et enfin, je pense que en tout état de conscience, euh, c'est sûr que je l'aurais pas fait. Bah, oui. Voilà. Mhm. Donc, rien que déjà la frousse et puis en fait le pourquoi, quoi. Exactement. Donc voilà. Donc, et je sais plus si on le disait en off ou si on l'a dit derrière le micro, mais tu disais que c'était un rêve que tu avais fait fréquemment. Oui, enfin, je pense que tout humain se voit un jour en rêve sauter dans le vide, voilà. Et c'est un rêve que je faisais souvent. Vraiment, c'est un rêve que je faisais souvent. Et cette année-là, je l'avais fait encore plus régulièrement, avec une petite voix off à la fin du rêve qui me dit un jour ça va t'arriver, ça. Donc D'accord. voilà. Ok. Après, je sais pas ce que ça veut dire, ce que voilà. Mais dès qu'il m'arrivait la chose, ce que j'ai pensé, c'est au rêve. D'accord. Forcément, je me suis dit, mais en fait, j'ai rêvé de cette scène, quoi. Et le fait, en fait, d'avoir su, enfin pas su, mais su en amont, c'est comme si ça m'avait donné quelque part un peu plus de courage et plus de force. À le faire, tu veux dire? Non, à surmonter l'épreuve. À surmonter l'épreuve. Ok. Donc, C'est ça. ouais, quelque part, ton subconscient, il avait déjà fait le travail. C'est ça. Et en fait, te dire. En fait, c'est comme si. Enfin, t'étais pas tombé des nues, quoi. Enfin, tu tombes Oui, des nues parce que c'est arrivé, mais c'est quelque chose que t'as arrivé pendant un certain temps. Donc, c'est ça. peut-être que comment on dit? En amont.
pas en amont, mais peut-être qu'en arrière-plan, ton cerveau, il avait réfléchi à comment toi, tu pourrais prendre en charge la chose, en fait. C'est ça. C'est ça. C'est ça. En tout cas, bah, bizarrement, je l'ai bien prise. En fait, finalement, bah, tu te retrouves paraplégique dans un lit d'hôpital. Bah, tu te dis, bah mince, en fait, pourquoi moi? Il y a quand même cette question qui revient. Euh, comment? Pourquoi j'ai fait ça? Moi-même, en Ouais, fait, on se repose comment ça a pu arriver? En fait, d'accord. on se pose plein de questions. Et là, il y a les médecins qui nous condamnent. Et en fait, de là vient une force surhumaine. On nous dit, mais non, en fait, vous n'êtes pas Dieu. Moi, j'ai mon Dieu. Et puis, j'ai mon robe. Mhm. Et c'est lui qui va décider de mon sort. Et puis, là, on s'accroche à la vie d'une façon un peu miraculeuse, on va dire ça comme ça. D'accord. Mais ça, ce mindset-là que tu nous décris très bien, tu l'as eu directement à l'annonce de ta tétraplégie? Ouais, Ok. de Donc, t'as ma pas eu... paraplégie. Ouais. Après, j'ai eu ce moment de tristesse où j'essayais de bouger mes jambes et je voyais que ça bougeait pas. Mm. Euh, mais j'avais toujours cet espoir. D'accord. Voilà. Ok. Et comment tu as reçu cette nouvelle? Enfin, oui, tu as rebondi rapidement en te disant que voilà, C'est tant qu'il y a de ça. la vie, il y a de l'espoir. Puis en plus, j'allais partir en centre de rééducation, donc où il y allait avoir de la kiné intensive, du sport et tout. Donc je me suis dit, allez, ça y est, je vais me restaurer là-bas, on y va. 1, 2, 3, c'est parti. D'accord. Mm. T'es resté hospitalisé combien de temps? 2 ans quasiment. 2 ans, sans Mm. sortir du tout ou Non, avec des sorties les week-ends et puis les vacances. Mais en fait, c'était un établissement scolaire et médical? médical, c'est ça. D'accord. Donc, il y avait les deux. Donc, j'ai passé mon brevet là-bas, voilà. T'étais en quelle classe là quand l'accident est arrivé? Euh, J'étais entre sixième et cinquième. D'accord. Voilà. T'as pas le souvenir exact. Exact, Ok. non. Mais en fait, c'était sixième, peut-être début cinquième. D'accord. Vu que c'était la rentrée de Ouais, septembre, ouais, donc ouais, je sortais de septembre. la sixième, quoi. Ah, ok. Voilà. D'accord. Ouais, en ce sens, ouais. Donc, ouais, le brevet, c'est en quatrième de toute façon. Non. C'est en troisième, Ouais, mais c'est en du coup, troisième. peut-être que j'ai fait 3 ans. Le temps, il passe tellement vite là-bas. Mais comment t'as fait pour sortir la tête de l'eau alors que à cet âge-là, en fait, t'es accroché à ta vie, à tes amis, à ton quotidien. Et là, du jour au lendemain, déjà, tu te réveilles sur un lit d'hôpital. Et en plus, ta vie, elle n'aura... Ta vie d'avant n'existe plus. En fait, c'est incroyable parce que quand il y a une perte en fait d'une faculté, on va dire cognitive, derrière il y a la douleur, il y a la souffrance à travers cette épreuve. Mais quand tu creuses et que tu gardes une bonne opinion d'Allah, bah, il va toujours te donner des ressources ou il va te faire rencontrer des personnes, il va t'ouvrir des portes dont tu n'avais même pas conscience en Ouais, fait. Donc finalement, heureusement que ça m'est arrivé tôt parce que quand on est jeune, on a une capacité d'adaptation. ouais. Quand on déménage, on change de lycée, ben on change de copain. Et puis les anciens copains, tant pis. Voilà, c'est un peu, on a un peu, c'est l'âge ingrat. Ouais. Donc du coup, quand je suis Tu arrivée, switches vite, ouais. Ouais. c'est ça. Donc quand je suis arrivée dans ce nouvel établissement, bah, j'avais des nouveaux copains, des nouvelles copines, une nouvelle routine Ouais. et puis une nouvelle famille, on va dire. C'est ça. Après, j'ai pas oublié ma famille d'origine, Si, on en mais on s'y fait vite en fait. D'accord. On s'y fait très vite T'es et puis adapté voilà, rapidement, et ouais. puis on sait que c'est pour un temps. Voilà. Mm, Donc mm. c'était voilà. D'accord. Et donc, tu restes 3 ans dans ce centre de rééducation. Mm. Tu commences petit à petit à avoir une évolution sur ton état de santé ou ça a pris plus de temps que tu te l'étais imaginé? Ça a pris plus de temps. Puis mais j'ai commencé à récupérer en fait certains muscles des jambes, euh, notamment au niveau des cuisses. Ouais. Après, les adducteurs, voilà. C'était compliqué et tout ce qui est au niveau du bassin fessier, moyen fessier, vu que c'est là qu'il y a eu Le choc. le choc, ils sont inexistants. Mais quand même, le chirurgien m'a fait une bonne petite blague. Enfin, non, c'était pas une petite blague, c'était vraiment médical. C'était le fait que j'étais sportive et que
bah, j'avais de la masse à ce niveau-là, des muscles, Ouais. ça m'a protégée. D'accord. Parce Ok. que j'aurais pu faire... ça aurait pu être beaucoup plus grave, en Ok. fait. Voilà. D'accord. Ok. Donc, Donc, travaillez vos fessiers, en fait, c'est ça? non, ne faites pas de chute, tout court. Non, n'en faites pas de chute, c'est sûr. Ça, c'est C'est certain. ça. Voilà. Bon. Ouais, mais en tout cas, oui, ça t'a aidé. En tout cas, ton passé de sportive t'a bien aidé. Mais je pense que ça t'a aussi aidé pour... La rééducation, Ouais. bah oui, le mindset. En fait, je pense que le sport, bah, je faisais du volley. Il y avait les compétitions, il y a tout l'esprit sportif et familial aussi autour de ça. On mangeait volley, on pissait volley, voilà. On voyageait volley, on était tout le temps... Voilà, on avait... On les voyait plus, nos entraîneurs, que notre propre famille, en fait, Ouais. des fois. Ouais. Parce qu'on en faisait dans le cadre de l'école. Donc, on avait beaucoup plus d'heures que les autres. Oui, parce que tu Et étais en puis au classe club. volley. Voilà, c'est ça. Classe volley, donc ouais. Ouais. C'est ça. Et donc, du coup, oui, c'est sûr que ça m'a aidé même au jour d'aujourd'hui, en fait. Parce que j'étais habituée à la souffrance physique. D'accord. Quand Le dépassement voilà. de soi, C'est ça, les dépassement de soi. courbatures. C'est ça. Et quand ils nous faisaient la misère, là, quand on perdait des matchs, Ouais. et que, allez, c'est parti, je sais pas combien de pompes, et puis après, vous faites ça, on était quand même habitués à ça. D'accord. Et quand on n'est pas habitué à ça et que, voilà, faire le moindre mouvement, bah, c'est dur, bah, on commence à pleurer, à s'asseoir et à se dire c'est foutu. Ouais. Alors que là, moi, c'était, allez, on y va, je vais y aller, je vais y arriver. Personne ne croyait que j'allais marcher, mais finalement... la nuit, dans mon lit, je me forçais à essayer de bouger mes jambes, je faisais mes petits exercices et puis je faisais surtout mes invocations aussi, Ouais. et je demandais à Dieu, et puis voilà, après ça commençait à bouger petit à petit. Après, c'est pas top, mais c'est ce qui me permet en moins d'être beaucoup plus autonome. Et quand même, voilà, j'étais quand même assez autonome, voilà, j'étais autonome. Ouais. Je marchais avec des béquilles, je prenais les transports. Même quand j'ai fait mes études supérieures, je prenais 3 métros différents avec tous les escaliers et tout pendant 3 ans. Ok. Donc, ouais. Ah, t'es courageuse, hein, franchement. C'est ça. Mais du coup, en fait, pour moi, c'était normal, en fait. Parce que je m'étais habituée. Voilà. Et à partir de quel moment, en fait, t'as pu quitter... C'est un grand mot, mais à quel moment tu as pu quitter ton fauteuil pour les béquilles? Quand je suis sortie du centre de rééducation, parce que quand on retourne à la vie normale, bah, c'est un peu... rien n'est adapté quasiment, hein. Voilà, rien n'est adapté, on va se le dire. Et puis même l'appartement, même tout. Donc c'est compliqué. Donc on voit que ça va plus vite et c'est plus efficace quand on est debout. Ouais, voilà. Ok. Mais du coup, tu as mis 3 ans pour pouvoir en tout cas être autonome avec tes béquilles. C'est ça. Alors que 3 ans auparavant, tu avais dit que c'était foutu. C'est ça. Donc, toujours croire en soi et puis se dépasser, on va dire ça comme ça. Voilà, en tout cas, moi, je sais que quand je suis revenue, bah, c'était un peu en choc parce que je suis revenue avec un handicap. Quand tu es revenue à ta vie civile normale. Voilà, c'est ça. Donc, par rapport aux gens, par rapport à leurs réactions, puis à leur demande d'insistance aussi sur ce qui m'était arrivé, voilà. Et à ce moment-là, bah, en fait, j'ai fait le tri rapidement dans mes amis aussi. Ok. Ouais. Malheureusement. Et puis, on voyait les gens qui étaient là, les gens qui n'étaient pas là, les gens qui étaient soutenants, les gens qui... Voilà. Donc voilà, c'était un tri naturel, on va dire. D'accord. Ça comme ça. Ok. Puisque quand tu étais à l'hôpital, tu as reçu des visites, je suppose? Oui. Ou, ouais. Tes parents et peut-être ta famille, ils ont filtré un petit peu qui ne pouvait pas venir te voir ou Oui. Les gens que tu attendais, ils sont venus pour la plupart ou même. Déjà même à ce moment-là, tu as commencé à... Oui, ils sont venus ou voilà, il y avait des messages, voilà. Donc c'était assez cool. Mais c'est vrai que adolescente, quand tu passes du monde valide, totalement valide, en situation de handicap, bah, c'est compliqué en fait. C'est compliqué parce que déjà, tu as acquis une maturité que tes amis n'ont pas. Oui, bah oui, toi, l'épreuve, ça t'a fait grandir. C'est ça te fait grandir un peu plus vite.
tu rencontres d'autres personnes qui ont d'autres difficultés, tu rencontres des tétraplégiques, des myopathes, enfin voilà. Et du coup, vous échangez sur la vie, sur plein de choses, et des personnes un peu plus âgées que toi des fois, et donc du coup le débat il va le haut. Et en fait quand tu retournes, tu te retrouves avec des adolescents en fait. Alors que toi t'es un petit peu... T'es adolescente par rapport à ton âge, Mais mais voilà. ton vécu fait que C'est ça. t'es bien plus mature. C'est ça. Ouais, donc ça aussi, ça t'a aussi poussé, en tout cas, à faire un tri, puisque... C'est ça. Et puis moi, j'étais de nature calme. Et eux, ils étaient dans le truc de feu de l'action. On essaye de voir qu'est-ce que les limites de la vie, ou je sais pas quoi. Donc, alors que moi, j'étais dans laissez-moi tranquille, j'essaie de m'en remettre. Et puis voilà, j'étais en paix, j'étais calme. D'accord. Ok. Et c'était dur pour toi de... Enfin, c'était dur. Genre, là, on dirait, comment dire, je dirige la question, ou la réponse plutôt. Mais tu disais que donc, ton retour dans ta vie civile, en tout cas pour les... C'était dur, concrètement. Je me suis sentie seule. Il y a le sentiment de solitude qui est arrivé. Sentiment des fois de manque de soutien, en fait. Parce que il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été faites pour me faciliter la vie en fait au quotidien. Le quotidien, c'est ça, même dans l'appartement ou quoi que ce soit en fait. C'est-à-dire qu'est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose que tu vises en particulier? Oui, juste en moins le fait de pouvoir garer mon fauteuil autre part que dans ma chambre en fait. D'accord. Ok. Juste ça dans le salon, le plier, le garer ou des choses comme ça. Mais après, j'en avais parlé un peu. Et il y a un de mes frères qui a dit, en fait, c'est toi qui es en situation de handicap aujourd'hui. Donc, c'est à toi de t'adapter à nous. C'est pas à nous de t'adapter à toi. Et j'ai trouvé ça très dur. D'accord. Dans un premier temps. Mais maintenant, en fait, je vois que ce qu'il a dit, en fait, ça m'a blessée. Mais c'est resté dans mon mindset quand même, quelque part. Ouais. Et aujourd'hui, ça m'aide dans la société. Parce qu'en fait, la société, elle ne va pas s'adapter à nous. Ils ont fait un peu de semblant pendant les JO. Grave tu l'as ressenti? Ouais, ils ont fait du semblant. Ah, d'accord. Mais quand même, mais on a ressenti qu'il y a des choses qui avaient été faites. Ouais. Et puis, voilà, les JO partis, ça y est. Les bus, pour être formés pour faire des constats, on va dire, au niveau des voitures et tout, les bus, ils sont formés à ça, les chauffeurs de bus. Ouais. Mais pour sortir une rampe, on dirait qu'ils ont reçu 0 formation. Quoi. Donc, limite, c'est moi qui dis, non, mais en fait, faut abaisser d'abord le bus, et après appuyer sur le bouton de rampe et demander aux autres de sortir par l'autre côté parce que les gens, ils sont super impatients. La porte, limite, ils vont agresser la chauffeuse. Donc, c'est des cas qui peuvent des fois les mettre mal à l'aise, on va dire. Mais ouais, les transports en commun, c'était quelque chose. Ouais, je sens qu'il y a de l'émotion encore. Ouais, non, c'est compliqué. C'est compliqué, on va pas se mentir. Surtout quand t'es une jeune, que t'es en béquille. Voilà. Les gens, ils savent pas que je tiens même pas debout. Tu m'enlèves mes 2 cannes, ça les pop. Ah, d'accord. Ok. Vu que c'est le bassin qui tient. Ah oui, le corps. Oui. Ouais. Donc voilà. Là, du coup, tu dois avoir des bonnes épaules et des biceps d'enfer. C'est ça. Ok. C'est ça. Et du coup, quand j'étais sur les places, souvent on essayait de me lever, ou les gens ils se précipitaient vers moi pour me demander de me lever, quoi. D'accord, ok. Voilà. Oui, parce que c'est pas écrit sur le front que... Mais il y a mes béquilles à côté. Ouais, les gens ils font pas attention. Ou j'ai mes béquilles entre mes jambes, donc ça se voit quand même. D'accord. Ouais, donc t'as... Même quand ils voient les béquilles, ils disent oui, mais moi j'ai mal au genou, j'ai ça, mais... Moi, je tiens pas debout. Et puis voilà. Okay. Mais quand même, il y a des situations où on voit le partage. Une femme enceinte, les anciens bus, et le 3-4 qui est assez... les premières places qui sont assez grandes. Oui. Voilà, qui m'avait proposé un petit bout de place en moins pour que tu puisses m'appuyer. Ouais. Donc voilà, on voit aussi... Il y a des bons côtés, oui. C'est ça. Oui. En fait, pas des bons côtés, pardon, excuse-moi. C'est pas des bons côtés, c'est qu'il y a des élans de solidarité et de bienveillance. C'est ça. Mais en fait, quand tu es dans cette situation de vulnérabilité, c'est là où tu vois... En fait, tu es une épreuve. Toi, tu vis ton épreuve et toi, tu es une épreuve pour les gens. Tu vas capter directement les gens solidaires,
les gens humbles, les gens orgueilleux, les gens qui s'en foutent. Voilà. Et les gens sensibles, tu vas capter directement parce que tu, malgré toi, représentes quelque chose. Voilà. Ouais. Et je me dis, c'est Allah qui m'a mis dans cette position, en fait. Et tout comme il a mis... Enfin, on n'est pas tous égaux. Il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des malades, il y a des jeunes en bonne santé. Il y a des... Voilà. On est tous là, les uns les autres, on est censé se soutenir. Et c'est ça qui fait que ça tourne, en fait. Voilà. Tu as conscientisé que tu peux être une épreuve pour les gens. C'est ça. C'est vrai. Et on le capte direct. Ouais. Au début, ça me touchait, mais au fur et à mesure, maintenant, je me dis, non, c'est juste que ils sont pas encore arrivés à ce stade de leur maturité pour cette épreuve. Et puis, khalas, trace, c'est tout. D'accord. Est-ce que cette épreuve, en tout cas, parce que moi, quand je t'entends parler, pour moi, voilà, tu t'es réveillé un matin, on t'a dit que tu étais on t'a dit que tu avais perdu l'usage de tes jambes, et en fait, tu as rebondi directement, et en fait, tu t'es mise à l'action. Mais est-ce que, bien que tu as réussi, en tout cas, à déjouer les pronostics du médecin, est-ce que tu es passé par des périodes de down? Et si oui, est-ce que tu as trouvé les ressources nécessaires pour avancer et trouver la lumière? Pas trop. Je suis pas trop passée par là parce que déjà c'est l'adolescence. Et puis, ça veut rien dire, hein, mais moi j'étais quand même bien. Mentalement, physiquement, pour moi j'étais bien, quoi. Tant que je pouvais faire les choses de façon autonome, je voyais pas trop le handicap. C'est plus les gens qui me le renvoient à la figure. Mais sinon, voilà. Et puis surtout, moi je me suis mise au sport. Donc j'ai commencé le basket fauteuil, j'ai commencé le ping-pong fauteuil, j'ai commencé... voilà, j'ai fait une diversité de sports. L'athlétisme fauteuil aussi. J'ai fait du parachute, de la plongée. Le parachute, c'était juste un week-end. De la plongée, et ça, c'était une semaine ou 10 jours. Ouais. Et de l'aviation aussi. D'accord. Ça, c'était une initiation... c'était un brevet d'initiation à l'aviation de 20 heures de conduite, on va dire. Mais c'est génial. Mais tu penses que tu te serais intéressée à tout ça si tu n'étais pas passée par cette épreuve? Non, mais sur certains. Ouais. Et puis, c'est les établissements où on est qui poussent à ça aussi. Donc, d'accord. Du coup, ça nous fait voir autre chose. Et moi, personnellement, ça m'a fait sortir un peu de la banlieue. J'ai fréquenté des milieux aisés, voire riches, bourgeois. Donc, voilà, il y a de tout. Il y a de tout, en fait. Et ce qui est beau, c'est que peu importe la couleur et peu importe d'où on vient, en fait, quand il y a une solidarité qui se crée, en fait, presque naturellement, quand on voit, en fait, en face un frère qui a une sœur qui a lui aussi un handicap, et même quand on se croise dans la rue, on se sourit, allez, courage, oh, il est beau ton fauteuil, hein. Voilà, des choses comme ça, parce qu'il y a des gammes, attention. Okay. Non, mais ouais, c'est comme des Ferrari, voilà. Il Okay. y a le modèle sécu, il y a les Ferrari. D'accord. Voilà. Ah, donc c'est le jargon, là. C'est ça. Modèle sécu et haut de gamme. C'est ça. Okay. Et du coup, avec le haut de gamme, on va dire que tu es beaucoup plus autonome, tu peux beaucoup plus te déplacer, tu peux faire beaucoup plus de choses, en fait. Tu es à l'aise. Et ça va beaucoup plus vite aussi. Tu m'étonnes. Donc, ouais. ça m'a beaucoup aidé. Et puis, ouais, voilà, c'est vraiment le sport qui m'a aidée. Et là où j'ai, on va dire, eu ces moments de blues, c'est au moment où, justement, je pense que t'étais... Enfin, peu de personnes sont au courant, malheureusement. Oui. Ou heureusement. C'est qu'il y a 3 ans, à peu près, en 2020, après l'accouchement de ma deuxième fille, je suis tombée malade. D'accord. C'était après le Covid. Voilà, je pense que j'ai chopé le Covid et ça a réveillé des maladies, une maladie auto-immune qui était en moi, qui dormait. Voilà, c'est pas transmissible. Ouais, mais c'était quoi cette maladie, si tu veux en parler? La dermatomyosite. J'aurais beau te dire le mot, voilà, ça change rien. Oui.
Et donc, du coup, on va rentrer dans le détail. C'est quoi cette maladie? Enfin, derma, donc du coup, c'est Une maladie de peau? voilà, c'est que je vais avoir la peau enflée, des inflammations un peu partout, au crâne, au niveau des épaules, voilà. Et puis des myosites qui peuvent sortir. Et c'est comme si on me mettait des coups, en fait. Et Donc, il y a des puis, douleurs, ça s'accompagne voilà, de douleurs. c'est ça. Ouais. Ensuite, au niveau pulmonaire, ça va... en fait, ça va affecter les voies respiratoires. Donc là, je suis à 70%, mais quand j'ai eu le diagnostic, j'étais à 20% de capacité pulmonaire. Waouh. Et puis en plus, c'est arrivé en période de Covid. Non, après le Covid, c'est après. ma chance. Ah, mais c'est ce que j'ai... Ouais, parce que... Sinon, j'aurais été diagnostiquée Covid, mauvais traitement, et boum, Waouh. un mort de Covid en plus, alors que rien du tout. Oui, parce que pendant Donc, le Covid, il faut se rappeler qu'il n'y avait pas beaucoup de respirateurs. Ouais, voilà. Ouais, il n'y avait pas beaucoup de respirateurs et... Ouais, ça aurait pu être compliqué. Et aussi, ça touche aussi tout ce qui est les muscles de tout le corps. C'est une forme de myopathie, en fait. C'est une maladie dégénérative, une maladie que les personnes âgées attrapent. D'accord. Donc, quand ils m'ont vue à l'hôpital, et puis en plus, bien avant, j'étais partie, j'avais expliqué les symptômes et tout, chez un rhumatologue, chez mon médecin traitant, voilà. Je suis partie quand même voir un ensemble de médecins pour expliquer. Et comme je venais d'accoucher, on a mis ça sur le coup de la grossesse et tout, alors que je me connaissais, j'étais assez sportive, je galérais pas à porter les trucs, c'était plutôt pop, pop, pop. Voilà. Tu fais ce que tu as à faire et puis voilà, basta. c'est ça. Et ouais, j'étais jalousie même pour mes muscles par des garçons parce que du coup, voilà. Même dans la famille, hein, des fois les neveux et tout, les petits frères, regarder les petits muscles. Ouais. Ah ouais. Il y a du bon, il y a du bon. C'est ça. Ton errance médicale, elle a duré combien de temps? 1 an, on va dire. Pendant 1 an, tu subissais ces plaques et ces douleurs? C'est ça. Et Moi, je les voyais pas. J'avais souvent des lumbagos. Bon, je comprenais pas trop. J'allais voir le médecin, mais j'ai un lumbago. Bon, on va calmer le symptôme, mais on va pas creuser ou chercher. Après, c'est des maladies rares. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de prise de sang prescrite dans ce sens. Voilà. Et c'est fort dommage parce que si j'avais eu cette prise de sang à ce moment-là, bah, peut-être que j'aurais pas attrapé une forme aussi aiguë et qui m'handicape au jour d'aujourd'hui. C'est ça mon vrai handicap en fait. La chute, la paraplégie et tout, ça c'est de la gnognotte à côté. Ah, ok. Ah oui, là, j'étais autonome, j'étais bien, voilà. C'était de la gnognotte. Mais là, vraiment, la maladie, c'est là en fait où je vois que bah, là, je sens la perte parce qu'il y a de la perte d'autonomie en fait. D'accord. Et au quotidien, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par de l'essoufflement. Donc, ça veut dire, je fais 50 pages au bout de ma vie, je crache mes poumons. Voilà, et puis surtout... T'as déjà arrêté le sport, du coup? Je continue. Je continue 6 heures par semaine. Je suis en intensif, je suis dans un centre de rééducation actuellement. Et voilà, c'est par des périodes comme ça, et même de moi-même, en fait, je continue, parce que le sport, c'est ce qui va me maintenir. D'accord. Ouais. Voilà. Sinon, si je me laisse aller, maladie, elle va prendre le dessus. Ça y est. Hein. Coucou, bye bye. Ok. Donc, d'accord. C'est ça. Et en fait, comment elle s'est formée, c'est mon système immunitaire il était tellement fort. En fait, il s'est ennuyé, il s'est dit tiens, je galère, j'ai rien à faire. Bon, bah, je vais commencer à attaquer le corps. Et puis, il commençait à attaquer mes globules blancs, en fait. Et il se sentait toujours en danger, donc il attaquait. Mais en fait, du coup, ça m'attaque moi, en fait. Donc, voilà. Donc là, actuellement, je suis sous traitement pour... j'ai un système immunitaire d'un bébé de 8 mois, justement. Donc, j'attrape les maladies de bébé de 8 mois que j'ai déjà attrapées. Ah bon? Avec du 42 fièvre et tout. Ouais. Waouh. En plus, tu as des enfants, donc les enfants, ils te ramènent les microbes de l'école et compagnie. C'est ça. Ouais. Donc, à un bout d'un moment, je me suis posé la question, bon, les enfants, je vous aime bien, mais là, comment on va faire? On s'arrange avec mamie ou... Franchement, ma mère, elle m'a beaucoup aidée durant cette période. C'était très, très, très compliqué pour moi. Je faisais beaucoup d'allers-retours à l'hôpital et c'était pas voulu. Hein. Donc, voilà. Et puis, j'ai fait quand même 1 an et demi de chimio aussi. D'immunoglobuline. Par rapport à cette maladie-là? Ouais. D'accord. Et du coup,
Bah, j'avais 8 bouteilles qui devaient passer en 2 jours. Mhm. Non, 8 bouteilles par jour. Ouais, c'était 8 bouteilles par jour. Et ça tuait. Ça, par contre, ça tuait. J'avais plus de veine. Il fallait des fois me piquer 10 fois pour trouver la veine. La petite veine qui résistait plus au bout de la 4e ou 5e bouteille. Donc, il D'accord. fallait essayer de piquer ailleurs. Ça, c'était douloureux quand même. C'était douloureux. Et voilà, les vomis et tout. Donc, c'était pas cool. C'était pas cool. Mais comment Même t'as fait pour gérer, sachant que t'avais 2 enfants, dont un enfant en bas âge? bah, ma mère, elle m'a beaucoup aidée. Non, mais je parle pas de la logistique. Oui. J'imagine bien que t'étais pas Mais- partie avec tes enfants te Mais faire c'était hospitaliser. dur parce que mes enfants aussi, ils ont subi la maladie avec moi en fait. Ouais. Ça veut dire que quand je rentre, voilà, enlevez vos chaussures, vos manteaux et tout. Attendez. Et puis je cours dans les toilettes. Ah. Voilà. Mm. Et les enfants derrière en panique. Maman, ça va. Oui, ça va. Vous inquiétez pas. Maman est juste en train de vomir. Laissez-moi tranquille. Donc ça, c'était un peu compliqué. Mais au final, ils se sont habitués. Et, à la fin, c'était oh, c'est maman. Oh, t'entends le bruit? Ouais, c'est maman qui vomit là encore. Ok. Donc, C'est devenu banal, quoi. c'est ça. Donc, je préfère que ça aille plutôt dans ce sens-là, Ouais. plutôt que la panique, l'angoisse. Mm. Surtout ils ont vécu et senti la panique et l'angoisse quand, du jour au lendemain, ils m'ont plus vue, en fait. Bah, c'est ça. Moi, c'est En plutôt fait, ça. l'annonce de la maladie, c'était je suis partie voir le médecin, j'arrive plus à respirer, là j'ai un Covid long, en plus je me suis auto-diagnostiquée, voilà, je dois avoir quelque chose là. Donc elle écoute, voilà, elle écoute mes poumons, elle me sculpte, elle me dit je sens un sifflement dans vos poumons, ça va pas. Allez aux urgences pour vérifier. Je dis mais non, je peux pas, moi je dois récupérer ma fille, puis l'autre fille, puis après aller au goûter, et puis j'ai préparé enfin voilà. Oui. Donc moi j'étais dans le truc maman quoi. Exactement. Et surtout que après l'accouchement j'étais devenue maman solo, donc du D'accord. coup j'avais une double gestion, on va dire. Ok. Ça comme ça. D'accord. Après le 2e accouchement, oui. Ouais. Et du coup, pour moi, non, c'était impossible, je ne voulais pas. Tu voulais pas. C'est ça, elle a insisté, elle a dit allez, heureusement c'était un centre, Mm. c'était un CMS, elle m'a dit allez en haut, faites une radio des poumons, et s'il n'y a rien, vous n'allez pas aux urgences. J'y vais, ils voient plein de petites taches sur mes poumons. Et moi-même, j'arrivais même plus à respirer. Franchement, je sais même pas comment je fais pour me rendre là-bas, pour accompagner mes enfants le matin et tout, mais je sentais que voilà, il y avait un truc qui allait pas. D'accord. Et ensuite, du coup, on me dit, madame, il faut aller aux urgences et tout. Je dis, ouais, mais comment je vais faire les enfants? Gna, gna. Elle dit, bah, appelez la famille, appelez des proches, ça sert à ça et tout. Elle a raison. Et je dis, oui, mais attendez que je aille les récupérer. Après, je vais aux urgences. Elle dit, madame, là, on vous parle sérieusement, ok? Soit vous y allez, en fait, ou soit vous les reverrez plus jamais. Ah ouais. Elle m'a foutu une bonne pression. J'ai dit, ah bon? Donc là, je me suis calmée, je suis D'accord. redescendue un peu. Ouais. J'ai oublié les histoires de goûter et tout. Donc, Elle t'a remis les pieds sur terre. voilà, c'est ça. Donc, j'ai appelé mon frère. Je lui ai dit, ça va pas et tout. Je suis malade. Ils m'ont dit aller aux urgences. Donc, voilà, si tu peux récupérer ma fille, enfin la 2e fille. Et puis, ma mère, elle a récupéré la première fille. Voilà. Ok. Donc, la 2e fille, pour m'aider, hein, Ouais. quand elle a vu mon frère, elle a dit que non. Elle le connaît pas, elle ne parle pas avec lui. D'accord, ok. Et- Bah oui, elles n'étaient pas prêtes à ce que c'est une autre personne. qui C'est les ça. récupère. Et subhanallah, une semaine avant, je m'étais arrangée avec une fille une autre maman de la crèche pour lui signer une autorisation, vu que On ne sait jamais. voilà, on sait jamais, voilà, ou des fois, une fois par semaine, elle peut me la ramener quand une semaine avant, j'avais signé ce truc. Du coup, D'accord. c'est cette fille qui l'a sorti Ok. pour le passer À ta mère. Voilà. Ok. Donc, comme quoi, des fois, sinon, en fait, ça allait être pas de maman. Bon, le papa, on l'appelle, mais il peut pas venir. L'enfant, il est là, qu'est-ce qu'on fait? Placement. Ah ouais. Ah, ça peut être dramatique comme ça. D'accord. Ça peut être vraiment dramatique. Waouh. Ouais. Ok. Donc, n'oubliez pas de mettre beaucoup de monde sur vos autorisations. Voilà, ça peut. Conseil à ne pas prendre à la légère, effectivement. Voilà, ça peut, surtout d'une ancienne éducatrice, voilà, ça peut éviter des situations cocasses, on va dire ça Ok. comme ça. Puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée aux urgences, j'ai conduit ma voiture jusqu'aux urgences, je me suis garée dans le parking, j'ai sorti mon fauteuil. Je ne sais pas comment j'ai eu la force de faire tout ça. Arrivée aux urgences, je dis, mais médecin, ça va pas.
il prend ma saturation, je sais pas quoi. Lui, il voulait me faire sortir le plus vite possible. Ah, ok. Et il me dit, bah, nous, on a fait les tests, ça va. Vous devez avoir un petit truc, on va vous prescrire des antibiotiques et ça va passer. J'ai dit, non, mais là, ça va pas, je tiens plus debout. Et je parlais très comme ça. Ouais. Je tiens plus debout, je suis fatiguée. J'avais plus de poumons, en fait. Ouais, t'avais plus de souffle. J'avais plus de souffle. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je disais ça, il m'avait enlevé l'oxygène et il a vu que je saturais. D'accord. En fait, dès qu'il enlevait l'oxygène, je pouvais saturer et tomber en fait dans les pommes. Oh là là, ça c'était mon luxe. Tout le temps, je tombais souvent dans les pommes au début. D'accord. Parce qu'en fait, pas d'oxygène dans le cerveau. Bah, ouais, forcément. Voilà. Réaction chimique, paf. C'est ça, forcément. Du coup, voilà. Et c'était ça l'annonce du diagnostic. Et ça a été vraiment lourd et dur, surtout que derrière, il y a la responsabilité des enfants. J'allaitais encore à cette époque, mais j'étais en phase de sevrage. Donc là, c'était un sevrage radical. 1 an et demi. Elle avait 1 an et demi. Ouais. D'accord. Et en plus, tu t'es retrouvée maman solo à sa naissance ou Juste un peu après sa naissance. D'accord, ok. Ok. Donc voilà, tu prenais encore tes marques en tant que maman célibataire et il y a ça qui te tombe dessus. C'est ça. Donc du coup, il y a la grosse culpabilité d'être malade alors que tu as en charge des êtres vivants qui comptent sur toi, qui tiennent à toi et que t'es genre juste leur monde. Donc voilà. Et ça, c'était très dur, mais au fur et à mesure, j'ai appris à vraiment prendre soin de moi. Des fois, quand Allah te met des épreuves comme ça, c'est pour te dire, allez, stop, arrête de tirer sur la corde, prends soin de toi, rétablis-toi, restaure-toi, voilà. Et après, tu pourrais prendre soin des autres. Exact. Là, sinon c'est compliqué. C'est ça, c'est ça. Et ce truc-là, on l'a beaucoup pris de nos mamans. Je prends sur mes épaules, je suis une femme forte et tout. Moi, au bout d'un moment, les épaules, elles se pètent ou elles fondent, en fait, avec l'âge, en fait, avec poids le temps, c'est ça. de toutes ces choses-là. C'est ça. Ouais. Donc, du coup, maintenant, je m'écoute beaucoup plus. Et puis, surtout, j'aimerais faire de la prévention pour éviter que d'autres femmes derrière tombent malades bêtement, en fait. Après, ça reste des épreuves, mais si on peut mieux vaut prévenir que guérir. Ouais. On nous prévient sur plein de choses. Non, je pense qu'on n'est pas trop sur ça. On est prévenu. Franchement, avec le flot d'informations, il y a peut-être même trop d'informations, mais c'est juste de dire écoutez-vous, tu vois. Parce que si tu parles avec les femmes, tout le monde a ses problèmes, ça c'est certain, mais j'ai l'impression que tout le monde a ses petites douleurs chroniques, mais en fait c'est ton corps qui te parle, et quand ton corps te parle, il faut l'écouter, parce que si ce canal de communication, tu ne t'arrêtes pas dessus, il viendra t'attaquer sur autre chose. Et je pense que c'est là où il faut alarmer. Parce que je pense qu'on est au courant de tellement de choses de santé et tout, que maintenant, il y a tellement d'informations que finalement, ok, tu me dis ça, oui, très bien. Oui, il faut faire les dépistages du cancer du col de l'utérus, cancer du sein, ceci, cela. Là, en ce moment, il y a beaucoup d'AVC. Donc, s'il y a des signes de ceci, cela, on sait ces choses-là. Mais je pense... plus pour la femme, parce que la femme, elle prend en charge la santé de son foyer. Qui dit son foyer, c'est les enfants et le conjoint, tu vois. C'est la charge mentale aussi. Exactement. Et en fait, une femme, et comme tu l'as si bien illustré, quand au CMS, ils t'ont dit d'aller d'aller aux urgences, tu as refusé parce qu'il fallait d'abord que tu t'occupes de tes enfants. Et là, il a fallu qu'elle te mette le coup de pression pour te dire c'est la vie ou la mort, là, en fait. Et c'est là où tu as fait le choix de la vie, tu vois. C'est ça. Surtout qu'elle m'a vraiment... je les ai remerciés et puis je suis passée derrière parce que, en fait, ça a été des causes pour me sauver la vie. Parce que quand je suis arrivée aux urgences, déjà saturée, et mon état s'est aggravé. Une fois que j'étais aux urgences, mon état s'est aggravé. Puis après, ils m'ont monté à l'étage, j'ai fini en réa. C'était vraiment chaud. D'accord. C'était vraiment chaud, surtout la réa. J'étais sous VMX, le gros tuyau qui vient pomper tes poumons. Parce qu'ils n'arrivent pas à le faire tout seul, en fait. Oh là là. J'étais à 20% de capacité pulmonaire, donc le moindre geste, le moindre truc, boire un verre d'eau, j'étais au bout de ma vie. Aller faire mes besoins, mais c'était mort. Mais de toute façon, en réa, après, ils te font bien comprendre que c'est mort. Il n'y a pas de toilette ici.
comment ça, il n'y a pas de toilette? Mais moi, et si je fais comment? Eh ben, vous faites comme ça. Bah non, moi, je veux pas. Et donc, du coup, c'était compliqué. Et déjà, rien que pour dire tout ça, ça te prend toute ton énergie. J'avoue que, ouais, on se rend pas compte, hein. Ouais. On se rend pas compte. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais du coup, ben, c'était vraiment très dur, la réa. Surtout que pendant 3 nuits de suite, j'ai dû me battre en fait pour rester en vie parce que pendant 3 nuits de suite, mon cœur s'arrêtait. En fait. C'est pas vrai. Ouais. Ok. J'étais branchée et dès que je dormais, en fait, mon cœur partait. Et puis, du coup, les bip bip, ça me réveillait. Et puis, du coup, il y a tous les médecins qui venaient. Ah, Donc, d'accord, ouais. qui Donc, essayaient de te réanimer? pas forcément de me réanimer, de me parler, de voir si ça va et tout. Bah, oui, ça va. Toi, tu te rends pas compte de toute Voilà, façon. c'est ça. Ouais. Et puis, ils me disent, oui, votre rythme cardiaque, il est pas très bon et tout. Je dis, oui, je sais, mais moi, je regarde la machine, mais je peux rien faire, en fait. Donc, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait beaucoup d'invocations. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Vraiment, on appartient à Allah et c'est vers lui qu'on retourne, en fait. Et quand tu es dans des situations comme ça, où tu es proche de la mort comme ça, là, tu te dis, ah là. Si c'était que moi, franchement, bah, s'il me prend comme ça, il me prend comme ça, j'accepte. En fait, j'ai accepté, même. Ouais. Et des fois, même, je me laissais aller, voilà. Mais après, quand j'ai pensé à mes enfants, et puis en plus, dans la situation maritale où j'étais, c'était compliqué. Il y allait avoir des disputes entre la garde. Entre ta famille, voilà, c'est ça. la belle famille. C'est ça. Donc, je me suis dit, on va pas les mettre dedans. Faut que je reste. Donc, du coup, je faisais des zikrs continuellement. Alors, pour ceux qui n'avaient pas compris, donc, notre invité du jour est de confession musulmane. Et le zikr, c'est les invocations. C'est ça. Ouais. Donc, du coup, je faisais du zikr pour rester en vie parce que sinon, je me sentais, je me voyais partir. Hein. Et puis, même les médecins, ils me disaient, oui, vous voulez pas appeler votre famille? Est-ce que vous avez préparé votre départ? les documents et tout? Il m'a dit ça subtilement et gentiment. Hein. C'était beaucoup de bienveillance. Hein. Donc, le truc, c'est que je lui dis, non, demain, je le ferai demain. Inch'Allah. Parce que moi, j'étais sûre que demain, je serais là si Allah le voulait. Ouais, exactement. Et mais moi, je me enfin, pour eux, c'était quasiment... j'étais partie. Quoi. D'accord. Et moi, j'ai dit non, c'est Allah qui décide. Et puis voilà. Et finalement, miracle, au bout d'un moment, mes poumons, ils ont repris le relais et ils ont réussi à faire le taf. Parce qu'une fois que les poumons ils sont morts, en fait, celui qui va prendre le relais, c'est le cœur. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il... Il lâchait des fois. Voilà, il lâchait. Ouais. C'était trop. Pour lui, on lui demandait trop, en fait. Donc, du coup, cette expérience où on se sent mourir, en fait, c'est à la fois traumatisant, à la fois régénérant et à la fois source de foi énorme, en fait. Parce que c'est quand tu te sens mourir que tu te sens le plus proche de ton créateur. Hein. On va pas se mentir. Hein. Sinon, au quotidien, tu t'en rends pas forcément compte, on va dire ça comme ça. Mais cette épreuve, c'était vraiment une grosse épreuve. C'est vraiment, je me suis dit, mais le handicap à côté, c'était de la gnognotte. Ah ouais. C'était de la gnognotte. Parce que là, c'est les gestes du quotidien. Donc, 2 enfants en bas âge, il faut les laver. Il faut essuyer leur pipi, leur caca, laver les pipis dans les rues. Faire à manger quand même. Ouais, c'est cardio. Donc, c'est cardio. Voilà, donc c'est cardio pour toutes les mamans. Donc cardio pour une maman qui a plus de poumons, c'est voilà, fait sa journée. Et puis, mais je pense que ce qui m'a donné la force, c'est déjà l'entourage. Et puis aussi, en fait, ça là, en fait, tout simplement parce que quelqu'un humainement, je pense que c'est pas faisable sur le papier. D'accord. Non, mais il faut dire que tu as déjoué 2 fois les pronostics médicaux. C'est ça. Même les médecins me disent, en fait, c'est incroyable tout ce que vous faites et comment vous vous êtes rétabli, en fait, de cette maladie. Pour eux, en fait, là, le fait que je remarche, quand même, que je parle, que voilà, c'est un truc de ouf. D'accord. Or que pour moi, c'est pourri. Ok, j'ai capté. Mais du coup, en fait, je suis dans
le alhamdulillah, tu vois, faut pas que je sois dans la gratitude, Ouais. mais il faut aller plus loin. Ok. Parce que celui qui la shifa, enfin, celui qui guérit, c'est Allah, en fait. Ouais, exactement. El shifa. Donc, du coup, c'est ça. Et je n'étais pas au courant de tout ça. Et en plus, tout à l'heure en off, c'est vrai que tu me disais qu'il y a eu d'autres épreuves. Ouais. Exactement. Et ouais, t'entendre dire que la pire des épreuves pour toi, ça a été cette maladie auto-immune qui s'est réveillée comme ça un beau matin. À la suite du Covid. Exactement. Waouh, je te tire mon chapeau. Bah, pour moi, c'était une double peine. Concrètement. Mhm. Je me suis dit, waouh, j'ai signé pour perpète ou c'est Non. comment? Alors, au départ, hein, mais après, voilà, on s'y fait. Et puis, l'entourage, ça joue beaucoup. Les invocations des gens aussi, ça joue Ouais, beaucoup. ouais. On néglige beaucoup, mais c'est vrai qu'on est la somme des invocations qu'on fait pour nous. Que nous-mêmes, on fait pour nous, mais que les d'autres... gens aussi font. Exactement. Parce que ces 3 nuits là, qu'ils étaient durs, moi, j'ai senti au bout d'un moment que c'était les invocations qui m'avaient portée et pas forcément des invocations qui venaient de moi. Oui, en d'accord. fait. Ok. Donc, c'est un sentiment bizarre que je peux pas décrire vu que je l'ai vécu qu'une fois. Ouais, Mais c'est comme si on se faisait et laissait porter par une lumière, en fait. d'accord. On comprend pas d'où ça vient. Ouais. On sait pas. Voilà. Enfin, on comprend pas d'où ça vient. On sait que c'est du Seigneur. Mais du coup, voilà, c'est ce sentiment de. Les invocations, elles servent à ça. Voilà. Tu peux... Enfin, l'effort physique, c'est bon, c'est câblé, on le met de côté. Là, c'est vraiment te faire porter par quelque chose de spirituel, de quelque chose d'impalpable, mais dont tu sens la puissance, quelque part. C'est ça. Et puis, concrètement, en tout cas, les 2 épreuves, ça m'a vraiment appris à travailler sur mon âme, sur moi-même. Et puis, revenir à ma propre... Enfin, à la propre essence humaine, en fait. À ma propre essence, c'est ça. Parce que, on est dans un monde d'apparence, hein, et dans les apparats. Donc, voilà. Et quand tu te retrouves à devoir invoquer juste pour porter un verre d'eau, en fait, tu as la conscience d'Allah tout le temps, en fait. Ouais, j'avoue que... Matin, midi, soir, Ouais. tu as la conscience d'Allah. Quand tu portes le verre d'eau, tu dis Alhamdulillah, Ouais, Alhamdulillah. Donc, ton Alhamdulillah, pendant 2 heures. J'ai vu de l'eau tout seul et tout, trop bien. C'est ça. Donc, les premiers petits efforts que tu fais toute seule, voilà. Et puis, la première douche aussi, ça compte. Hein, Ouais. parce que surtout quand tu sors de Réa, franchement, là-bas, c'est chaud, hein, c'est cracra. Hein. C'est des toilettes, on te fait la toilette en vite C'est fait. ça, Et, c'est ça. Donc, ouais, faut pas être maniaque, quoi. c'est ça. Donc, voilà. Quand la première personne, en fait, qui te donne ta douche, parce que tu n'es pas forcément autonome, tu as l'oxygène, voilà. Quand c'est une personne douce, c'est tellement agréable. C'est une régénérescence. Du coup, ça fait énormément de bien et ça fait partie des choses palpables et dont on ne s'en rend pas compte, mais qui sont super importantes pour des personnes malades. Ou même les visites qui m'ont fait énormément de bien. Le soutien, voilà. Les invocations, il y a tout. Il y a plein de choses que tu vois se manifester, en fait. Et tu vois que ça, c'est la grâce et la rahma d'Allah, en fait. Si ce n'est, voilà. La miséricorde de Dieu. C'est ça. Ouais. Et dedans, en fait, tu te sens pris par plein de choses, mais par rapport à ton créateur, tu es très proche. Tu es très proche et tu sais que si tu t'éloignes, si tu vas vers des interdits, si tu vas vers ce qu'il n'aime pas, en fait, mais tu es perdu, quoi. Et c'est toi qui as besoin de lui, c'est pas lui qui a besoin de toi. Tout à fait, clairement. Donc, du coup, là, tu t'accroches à la branche, mais vraiment fort. Ok. Parce que tu sais que si tu lâches, c'est contre toi, en fait. Tout à fait. Et des fois, il y en a qui ont besoin de ce moteur. Parce que sinon, malheureusement... Écoute, chaque rappel qu'on reçoit, c'est un rappel sur mesure. D'accord ? C'est pas prêt à porter. C'est du sur mesure. Quand Dieu t'envoie quelque chose, toi, t'es passé par ces épreuves-là, à ces moments-là. On prend la même chose et on la donne à une autre personne. Le résultat ne sera pas le même. Il y a des gens, ils peuvent traverser ce que tu as traversé et comment ils vont en sortir, ils vont apostasier, ils vont se dire, mais ils vont être dans l'ingratitude, justement. Ils vont être dans
tu vois. Ils vont en mode, mais en fait, que Dieu nous préserve de penser ça, mais il y a des gens, leur argument, c'est si Dieu existait, il n'y aurait pas autant de misère ou de souffrance sur Terre, tu vois. Bah, c'est l'être humain, en fait. Mais c'est exactement. Parce qu'on est là pour être testé, en fait. C'est pour voir si on est bon ou mauvais. Et si on n'est pas testé, et si on ne fait pas, on va être jugé sur quoi, au final. Donc, du coup, faut remettre sa nature humaine, tout simplement, en question, parfois. Et je trouve que ces épreuves, ça m'a... En fait, finalement, j'ai perdu des facultés physiques ou cognitives un peu, mais concrètement, je suis redevenue humaine, en fait. C'est trop bien dit. C'est trop bien dit. Tout simplement, je suis redevenue humaine parce que malheureusement, c'est des choses qui se perdent. Et puis, on éduque pour que ça se perde, en fait. Ouais, on est dans une société un peu compliquée, un peu bizarre. C'est sûr. Un peu bizarre, j'ai l'impression. Et donc, du coup, c'est ce qui te pousse à faire cette reconversion professionnelle vers la psychologie et la spiritualité, enfin le mélange de la psychologie et la spiritualité. Pendant cette convalescence, en fait, j'ai dû tellement taffer sur moi, j'ai pris des programmes aussi, donc du coup, je suis devenue un peu ma propre psychologue, un peu. Mais derrière, je me fais quand même accompagner, parce que demain, si je veux accompagner des gens, il faut que moi-même, mon passé, je sois au clair, et que je ne vienne pas avec des choses obscures. On va dire ça comme ça. Et c'est un nettoyage. Vraiment, c'est une purification, la maladie. Mais vraiment, on le voit. Hein. On le sent. C'est un nettoyage. D'accord. C'est bien que tu l'aies conscientisé et que tu arrives à le verbaliser. Parce que c'est dit souvent on l'entend dans les hadiths ou des choses comme ça. Mais quand on le vit et qu'on voit l'impact que ça a eu sur notre ego, on n'a plus d'ego. Ça nous rend humble, en fait. Quand on est dépendant des gens, des choses, voilà, c'est compliqué. Donc, on apprend à être humble. On n'a pas le choix. Voilà, ça nous enlève beaucoup de choses, en fait. Ça décrasse, Ça décrasse, c'est ça. Et ça nous amène à être plus empathique avec les gens, en fait. Tout simplement. Et même des fois, les gens qui ne sont pas forcément bien avec nous. Toi, tu as fait le taf sur toi, donc à partir de là, et comme tu as dit, tu sais faire preuve d'humilité et ton orgueil, tu sais le mettre de côté. Donc à partir de là, je pense que quand on a mis son orgueil de côté et qu'on se connaît et qu'on connaît sa valeur, tu peux être confronté à toutes sortes de personnalités. Toi, tu sais où tu vas, tu vois. Tu leur laisses, s'ils veulent parler plus fort, s'ils veulent briller plus fort aussi, toi, c'est bon, le taf, il est fait pour toi. C'est limite, tu les vois en pitié, ces personnes-là, tu vois. C'est ça. Ouais, parfois, des fois, tu as la colère sur le coup, mais après, tu dis, bon, en fait, que Dieu le guide, et puis c'est tout, tu vois. Et tu traces. C'est ça, ouais. Aujourd'hui, comment tu te sens après toutes ces épreuves-là ? Fatiguée, quand même, on va pas se mentir, hein. Parce que j'étais un demi-bout de femme, en fait, avec une demi-force et qui devait se relever des montagnes. Donc... forcément, là, ça commence quand même à aller mieux, mais il y a quand même la fatigue. Voilà. La fatigue du quotidien. La fatigue du quotidien, puis les projets qui prennent beaucoup plus de temps, parce que si tu t'inscris maintenant, tu sais pas, en fait, si demain, tu seras là, en fait, tout simplement. Donc, j'allais pas me lancer dans un cursus de 3 à 5 ans sans savoir si ça allait bien marcher, les médicaments, le traitement, et que j'allais guérir. Je me suis dit, autant passer ces moments-là avec mes enfants. Et puis, on verra par la suite. On verra par la suite. Voilà, c'est ça. C'est rebondir pour mieux... Attends, c'est quoi le... Bon, en tout cas, c'est reculer pour mieux sauter. Voilà. Voilà. Parce que toi, tu as été diagnostiquée de ta maladie auto-immune en 2020. Entre-temps, tu as repris ton activité professionnelle ou... Non, pas du tout, parce que je venais d'accoucher. D'accord. Oui. Après, c'était dans mes ambitions à la base, hein, mais je venais d'accoucher. Et puis après, tout s'est suivi. Donc là, je suis encore dans cette phase de guérison. En fait, pour moi, je me suis dit, allez, en 6 mois, 1 an, l'histoire elle est bouclée. Et puis, on y va, on fonce. Je pense que j'avais un petit truc de hyperactive. C'est sûr, parce que tout ce que je faisais, je me rends compte que... C'était beaucoup. Ouais. Donc, il y avait peut-être un problème quelque part. D'accord. Et là, maintenant, je prends le temps comme il m'est donné, en fait. Tu prends plus de temps à faire ça.
ça va te prendre plus de temps, mais c'est pas grave. Ok. En fait, tu fais à ton rythme et t'es bien, en fait. Et faire les choses où on n'est pas dans la précipitation, dans le stress et tout, bah, ça nous met bien, en fait. T'as trouvé ton équilibre. C'est ça. Mm. Enfin, je suis en train de trouver. Ouais. Ça change tout le temps. Hein. C'est ça. On est des C'est êtres ça. changeants, donc... Après, on va dire la seule chose qui manque, c'est la compagnie. Parce que, voilà, on divorce, c'est la vie, mais après, derrière, il y a d'autres rencontres, voilà, Ouais. ça se fait. Mais quand tu es dans les hôpitaux, voilà, c'est un peu compliqué. J'imagine. C'est un peu compliqué. Ouais. Donc, voilà, après, je pense au jour d'aujourd'hui, on va dire, ça serait la dernière pièce du puzzle, on va dire, Voilà. pour vraiment tourner la page et D'accord. passer à autre chose. Mm. Mais du coup, aussi, face à ça, c'est des fois très compliqué. Hein, parce que des personnes voient tout de suite le handicap, ce qui est normal. Hein, Ouais. mais qui s'arrêtent que sur ça, d'autres qui vont plus en profondeur, mais après, qui ont peur ou qui n'arrivent pas à assumer. Donc, Ouais. il y a tout type de personnalité. Oui. Mais moi, je trouve que venir comme ça... Enfin, je peux marcher et tout en béquille, hein, mais si je fais une rencontre et voilà, ou voilà, je vais venir en fauteuil. Voilà, tu me prends comme ça. D'accord. Ok. Tu Donc, vas voilà. pas faire semblant Pas faire semblant, voilà. de montrer Voilà. quelque Et je vais chose dire, ouais. voilà, je vais dire mes limites, mes difficultés, voilà. Et puis, dans tous les cas, ça fait 3 ans que là, je suis malade, que je suis autonome. Ouais. Donc, ça va, quoi. c'est ça. Oui. Mais du coup, ça m'a obligée aussi à voir ce que je recherchais réellement à travers le mariage. D'accord. Et ça m'a aidé à me dire, mais en fait, toi-même, tu as des blessures, allez, va guérir tes blessures. Et trouve quelqu'un qui a accompli aussi. Ouais. Qui est guéri de ses blessures, qui ne cherche pas une Conchita ou autre chose, et qui cherche vraiment une alliée, en fait, avec qui parler, avec qui faire ses projets, avec qui vivre, en fait, Ouais. en bonne entente, en fait, tout simplement. Et pas être non plus dans un truc de sentimental, avec de la dépendance affective ou des choses comme ça. Oui, donc, tu veux vraiment voilà. quelqu'un qui a fait le travail sur sa C'est personne, ça. qui se connaît C'est et ça. qui pourra t'apporter que des choses positives, puisque... C'est ça. Après, le mariage, c'est un navire. Hein. Mais quand même quelqu'un qui a la capacité de manier le bateau. En fait, c'est comme si avant, j'étais sur une barque et les épreuves, plus j'ai eu d'épreuves, en fait, plus j'ai changé de bateau. Et là, je suis dans un bateau haut de gamme et c'est pas tout le monde qui sait conduire un bateau haut de gamme. Donc, du coup... C'est trop bien dit, mais c'est magnifique la manière dont tu arrives à l'exprimer. Mais du coup, maintenant, pour trouver le pilote, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que sinon, on te dit, redescends au bas de gamme. Ah non, ouais. Donc, tu dis, non, j'ai pas envie. Et après, tu passes pour une compliquée. Donc, ça, c'est dur. Ou t'entends de tout. Déjà, t'es handicapé, déjà, t'es ça. Fais pas trop la compliquée, quoi. Bah, non, on te réduit à ta situation. Ouais, c'est ça. Mais alors que derrière, je suis un être humain et je pense que la vie même, en fait, c'est le fait d'être quelqu'un, en fait. Et ça se résume pas, en fait, à une patte brisée ou quelque chose comme ça. C'est pas, chaque vie a une valeur. Exact. Et des fois, tout est inversé, en fait. On fait croire que les vies paillettes, ça a de la valeur, alors que derrière, les gens, ils sont en dépression. Ouais. Ils dorment jamais sans cacheton. Donc, voilà. Et moi, je vois la force de la foi aussi, de la spiritualité dedans. C'est qu'à l'hôpital, j'étais en chambre avec des gens qui n'avaient pas de spiritualité à proprement dit et qui étaient tout simplement en souffrance et en détresse plus. Vraiment très au bord du suicide. Et puis, voilà. Ils n'avaient rien sur le... Ça. Ils avaient rien... Ils se raccrochaient à rien, quelque part. C'est ça. Et en fait, finalement, peu importe la spiritualité, voilà, dès qu'on rencontre quelqu'un qui a un manque ou une perte et qui a derrière une spiritualité, il va s'en sortir toujours beaucoup mieux. Ouais. Il croit à quelque chose qui est plus grand que lui, donc c'est ça. Ça maintient. C'est ça. Après, j'allais te poser une question par rapport au conseil, mais j'ai l'impression que tout ton récit n'était que conseil, de toute façon. Mais par contre, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas emmené et que tu voudrais traiter ?
En fait, ça sera plus de la prévention pour les femmes, justement. Oui, Surtout celles qui ont des parents issus de l'immigration. C'est vraiment, je répète, hein, prenez soin de vous et assumez vos choix. C'est pas aux gens de choisir pour vous, en fait, finalement. Finalement, en fait, je me suis retrouvée, en fait, dans ces situations parce que je me suis laissée guider par les choix familiaux, en fait, on va dire ça comme ça, fortement guidée. Donc, voilà, aujourd'hui, mon mariage, il n'a pas fonctionné. Derrière, j'ai eu sûrement une dépression postpartum, j'ai eu du stress, ce qui a entraîné un peu la maladie aussi. Donc, voilà, ouais, ne ouais. vous rendez pas malade pour des choses aussi futiles, en fait. C'est ça. Et puis, je pense à ce moment-là, si j'avais eu vraiment la connaissance et la bonne opinion d'Allah, j'aurais pas été aussi en stress. Pourtant, voilà, c'est pas que j'avais pas une bonne opinion, mais c'est que j'étais accablée. D'accord. J'étais tellement accablée que je voyais pas plus loin que mon nez, en fait. Ok. Donc Mais là, tu c'était... parles du stress Ouais, le stress. qui a... Se retrouver avec 2 enfants dans les bras, Ah, d'accord, ok. toute seule, Ouais. en situation de handicap, on peut plus aller travailler parce qu'on allait. Donc on sait qu'on va être bloqué. Donc Mm, mm, mm. les ressources, on va les avoir comment donc il y a toutes ces questions qui viennent se greffer, en fait, et qui créent une grosse boule de stress. Et à ce moment-là, peut-être que j'aurais dû lâcher prise et me remettre totalement à mon Seigneur. C'est ce que j'ai fait finalement. Ouais. Mais peut-être que la période de stress était déjà très intense et très... voilà. Et tu penses que c'est ça qui a déclenché la maladie auto-immune? Je pense que le facteur, c'est le Covid. Mm. Mais Covid plus stress plus postpartum, voilà. C'est un Le bon cocktail, cocktail, ouais. voilà. Ouais, 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 C'est un bon cocktail parce que j'avais rebondi quand même assez vite, hein, sur la bonne opinion et puis voilà, ouais. Mm. le lâcher prise. Mais voilà, ça n'a pas suffi malheureusement. Mais après, c'est que ça devait m'arriver. C'est ça. C'est ce qu'il Mm. faut se dire. Ok. Alors, je vois que tu as sorti des écrits. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais nous partager par rapport à, à tes pensées passées? À l'hôpital, j'écrivais beaucoup, j'écrivais énormément. Et je lisais beaucoup aussi. Lisez, franchement, la lecture, ça apporte tellement beaucoup. Euh, alors, petite orchidée fragile, j'ai grandi dans un environnement aride, sans eau pour m'arroser, ni soleil pour m'illuminer. J'ai dû me replier sur moi-même pour ne pas me faire dévorer par tous ces éléments de l'extérieur. Mais oui, j'avoue, ça me bouffait de l'intérieur. Persuadée de ne pas mériter ma place sur terre, j'avoue, je me suis pliée aux gens qui m'ont mis à terre. J'ai voulu être droite avec eux, j'ai récolté des coups malheureux. Le plus dur, c'est ces phrases dures, redondantes, qui sont gravées en moi et me consument de l'intérieur. Pas étonnant, petite orchidée, que tu n'arrives pas à te déployer dans tout cet environnement malsain. Relève-toi, princesse. Ne te laisse pas, ne te laisse pas prendre par la paresse. Lève tes mains et invoque. Le miséricordieux, n'oublie pas que derrière chaque orage, c'est Dieu qui t'a forgé. Triste réalité qu'on utilisait ma crainte et ma méconnaissance de mon Seigneur pour m'utiliser. Trop gentil, trop fragile, trop hypersensible. Ça a été jusqu'à ce manque de respect. Pour la première fois, j'ai rencontré la foi du cœur qui m'a guidée sans rancœur dans un projet de reconstruction spirituelle, intellectuelle, physique et psychique. J'avoue, j'ai frôlé la folie parce que face à la dureté, à l'enchaînement des épreuves, à bout de souffle, j'ai su faire mes preuves. Je me suis accrochée à ces brides de science lumineuse comme éclairée à la bougie en attendant que Dieu me guide. Petite orchidée, cette boule de souffrance te consume de l'intérieur. Trop de rumination qui m'a fait perdre de ma splendeur. J'ai continué malgré moi à me plier
pour les autres. À bout de souffle, j'ai fini aux urgences. Mes blessures du cœur m'ont rendu malade. Et oui, je me consume de l'intérieur jusqu'à perdre mon souffle de vie. Pensant être destinée à souffrir, je n'ai pu agir et je me suis laissée consumer de l'intérieur jusqu'à que vienne mon Seigneur par Allah et ce nouveau souffle de vie. Je me dis qu'une vie meilleure n'est pas faite que pour les autres. Je mérite de vivre ma vie autant que les autres. La lumière divine s'est renforcée et les plans divins se sont étalés. Des nouvelles personnes sont apparues dans ma vie pour m'aider à nourrir cette connexion et cette réflexion spirituelle et intellectuelle. Ouvre-moi la poitrine, accroche-moi, accorde-moi, Ya Allah, la patience, guide-moi et nourris-moi de science, car c'est auprès de toi que je trouve mon repos et mon essence, ma quiétude, ma certitude, ma persévérance. Petite orchidée n'est plus fanée, non, elle revit. Arrosée par ces pluies divines, elle est revenue à la vie, avec envie et tend vers le paradis. Ouf, petite orchidée ne serait plus jamais rassasiée de ce cadeau divin jusqu'à son dernier souffle. Déploie-toi, orchidée, fleuris, princesse, grandis, marre-toi et partage. Et surtout, ne te laisse plus entourer de mauvaises personnes. Certes, son entourage, on le choisit. Ne s'oublie plus jamais. Fleuris, fleuris, fleuris. Voilà. C'était une lettre à toi-même. Ouais, c'était une lettre à moi-même. Je me souvenais même plus que j'ai fait ça. D'accord. Et ça t'invoque, qu'est-ce que ça convoque comme sentiment là quand tu relis tout ça? Bah, je me dis, c'était quand même il y a 3 ans que j'ai écrit ça et quand même j'ai fait quand même la partie du job. C'est bien. Donc voilà. Ouais. J'ai repris, j'avais repris les cours arabes. Meilleur entourage. Ouais. Après, bah, il y a des gens, malheureusement, on est obligé de subir. Ouais. Mais voilà, quand même, globalement, de la famille proche, très bon entourage, les amis. Donc voilà. Tu as fait un beau tri et ce tri, il te porte encore aujourd'hui. C'est ça. Et c'est ça. C'est ça. Et puis, j'avais choisi l'orchidée parce que la fleur de l'orchidée, elle est un peu spéciale. C'est que elle a besoin de beaucoup d'entretien. D'accord. Ça veut dire c'est pas la fleur que tu vas laisser pousser en milieu aride ou ne pas t'en occuper 2-3 jours, elle va faner directement. D'accord. Et des fois, en fait, y a des humains plus sensibles que d'autres et qu'ils ont besoin, en fait, de cet arrosage quotidien. Et je me dis, bah, finalement, peut-être que de par mon épreuve, bah, j'ai eu cet arrosage dont j'avais besoin, tu vois. D'accord. Donc, voilà. Ok. Donc, bah, écoute, je te remercie. Est-ce qu'il y a autre chose sur lequel tu voudrais revenir Non. Il n'y a rien sur lequel je ne t'ai pas lancé alors que peut-être que tu voulais traiter? Non. Peut-être dans un autre podcast ou un autre sujet. En tout cas, je te remercie d'avoir joué le jeu, de t'être confié aussi intimement sur les épreuves qui t'ont accompagné. En tout cas, moi, ce que je retiens de tout ce que tu me dis, c'est que face à moi, en tout cas, j'ai une femme extrêmement forte. C'est quelque chose que je n'aime pas utiliser parce que le terme femme forte, puisque des fois, ça bloque la femme dans un rôle ou dans un rôle qui est ponctuel finalement. Parce que, ok, on aime, on aspire à être des personnes fortes, mais des fois, on est tellement bloqué dans ce personnage que quand on a des moments de vulnérabilité, on ne s'autorise pas à les vivre pleinement. Genre, on n'arrive pas à demander de l'aide ou à puiser les ressources. Tu as dépassé ça, et bah tant mieux. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Ça y est. Et du coup, tu es d'autant plus une femme forte puisque non seulement tu as la capacité à te relever de tes épreuves, mais aussi, en fait, tu sais demander de l'aide où elle est au moment où tu en as besoin. Donc, pour ça, franchement... accepter la vulnérabilité, en fait, c'est ça qui fait de nous des êtres humains. Donc, en tout cas, je te remercie.
De rien. Merci à toi de m'avoir invité. Avec plaisir. On verra ce que ça donne. Ouais. Ça va le faire. Voilà, je te souhaite une bonne fin de journée. Merci à toi aussi. Merci d'avoir écouté l'épisode et n'hésitez pas à laisser un commentaire et à cocher les 5 étoiles. Si vous voulez nous partager votre histoire, envoyez-nous un mail via le lien en description de l'épisode. La Perte est un podcast produit et réalisé par Polycac Studio. À bientôt.